8h15. Bonjour Clémence Guettet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Est-ce que ces désinformations, alors là on parlait de Charles III à l'instant dans ce reportage, mais il a été question de l'envoi de troupes françaises en Ukraine, 2000 hommes, c'est l'agence TASS, l'agence officielle russe qui l'a communiqué. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous? C'est un sujet de préoccupation évident. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, pendant la loi de programmation militaire, on a proposé avec mon groupe parlementaire, avec des amendements, de renforcer les moyens, notamment de la cyberdéfense, parce que c'est des attaques qui en réalité se multiplient, qui sont nombreuses et qui prennent des formes très diverses. Donc oui, c'est relativement inquiétant. Est-ce qu'on doit être encore plus inquiet avec les Jeux Olympiques? On sait que la tension est montée entre Paris et Moscou ces dernières semaines. Le Comité international olympique a annoncé hier soir que les athlètes qui seraient sous bannière neutre, c'est-à-dire les Russes, les Bélarusses, ne pourraient pas participer à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que cette tension devrait nous conduire à encore plus de vigilance avec cet événement qui arrive? C'est une évidence, sauf que les moyens dont je vous parlais à l'instant pour la cyberdéfense par exemple, les macronistes ont voté contre, ils l'ont rejeté en séance publique. Et par ailleurs, par exemple pour ce qui est de votre question précédente sur l'envoi des troupes, c'est aussi alimenté par une confusion dans le discours présidentiel. Encore la semaine dernière, après avoir démenti finalement l'envoi de troupes, il l'a confirmé au chef de parti, il fait fuiter des offs dans la presse où un verre de whisky à la main, nonchalamment, il dit qu'il n'exclut pas d'envoyer des mecs en Ukraine. Donc je pense qu'il faut une voix de la France qui soit forte, qui soit respectueuse du droit international et surtout qui nous place comme une nation apte, et je le redis, à mettre tout le monde autour de la table pour négocier et arriver à la paix. Il ne respecte pas le droit international? Si, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est totalement inaudible sur le plan diplomatique. Il y a eu des revirements. Le président Macron, dès le lendemain de sa déclaration belliqueuse, s'est fait reprendre par le secrétaire général de l'OTAN, par des alliés. Il est allé en Allemagne pour essayer d'éclaircir la situation. Donc on se rend inaudible alors qu'on a un rôle particulièrement important à jouer, alors que le conflit continue, qu'il y a des milliers et des milliers de morts et que la situation est extrêmement inquiétante quand on sait que la Russie est une puissance nucléaire et que donc il faut arriver à ce cessez-le-feu immédiat, puis à une négociation pour aboutir à une paix durable surtout. Mais c'est quoi une négociation dans un pays qui a été envahi? Est-ce qu'il faut dire à l'Ukraine, bon, laissez le Donbass, laissez la Crimée, mais discuter? Alors, nous, on parle de clause de sécurité mutuelle. On a proposé un cadre qui est celui de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui parle justement, c'est une organisation qui a le mérite de rassembler de nombreuses parties et qui parle de ces questions de conflits de frontières. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un conflit de frontières. Et donc, ça permet de mettre tout le monde autour de la table. Et les clauses de sécurité mutuelle, c'est donner des garanties de part et d'autre. Et c'est le président Macron lui-même qui en parlait il y a quelques mois. C'est la base de la diplomatie, c'est de donner des garanties pour que ce conflit cesse de manière durable. Mais ça fonctionne avec des gens qui sont de bonne volonté, Madame Guettet. Si la Finlande a demandé de façon... Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je ne suis pas responsable politique, je vous interroge. Si la Finlande a demandé de façon accélérée à intégrer l'OTAN, par exemple, c'est que la Finlande s'inquiète d'une volonté expansionniste russe. Les pays baltes s'inquiètent d'une volonté expansionniste russe. Je pense que, par exemple, en France, il y a une façon, dans le camp politique macroniste notamment, de présenter comme inéluctable notre entrée en guerre, comme une menace directe contre la France, qui vise à se faire peur et qui est extrêmement dangereuse parce que ce langage a des effets sur le réel et a des effets ensuite où Poutine lui-même fait des discours pour répondre à ce qu'a déclaré le président Macron. Nous devons être une puissance qui est porteuse de la paix et pour ça nous devons tout faire pour empêcher d'être co-belligérants et d'être pris à partie dans ce conflit directement. Je voudrais revenir en France avec l'actualité qui a été marquée par une mobilisation des fonctionnaires pour les salaires. Qui a été, il faut dire les choses, moins suivi qu'espéré par les syndicats. Alors il y avait une unité syndicale, c'était une journée inter-syndicale, mais il y a eu finalement trop peu de mobilisation selon eux. Comment vous l'expliquez? D'abord, il y a la dureté de la mobilisation. Ça veut dire perdre des journées de salaire, alors que les gens sont sous-payés déjà, on le sait, les fonctionnaires, c'est absolument dramatique, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la santé. Donc il y a cette difficulté-là. Et puis après, je pense qu'il y a aussi peut-être une résignation. En tout cas, il faut que cette combativité, nous puissions la porter politiquement. Il y a le rôle des syndicats, c'est une certitude. Et puis après, il y a notre rôle politique. Nous pensons, par exemple, que la question de l'austérité, dans la campagne des Européennes dans laquelle nous entrons en ce moment, est une question absolument centrale. Notre 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Voilà, le 9 juin, l'austérité qui est imposée en France, notamment par la Commission européenne, avec les règles européennes, doit être absolument
refusé, parce qu'en fait, on pense qu'il faut inverser la logique. C'est-à-dire, il faut payer davantage les gens, augmenter les salaires, les rémunérations des fonctionnaires pour les rendre attractives. On manque de profs, on manque de soignants. L'hôpital public est dans un état d'effondrement qui est catastrophique. Les gens, ensuite, meurent sur des brancards dans notre pays. Les gamins, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, c'est le cas aussi dans mon département, dans le Val-de-Marne, étudient dans des conditions qui sont absolument infâmes. Il faut remettre de l'argent sur la table de manière assez massive. On le prend où alors cet argent, madame c'est toute la question. Parce que l'Union européenne dit 3%, ça c'est l'objectif. La France va commencer 3% qui avait été mis de côté pendant toute la crise Covid. Objectif 4-4 là. Objectif 4-4 pour la France. Et pendant la crise Covid, le gouvernement a massivement soutenu les entreprises, notamment les ménages, pour essayer de traverser cette phase. Alors vous prenez où l'argent ? En fait, l'argent, il y en a plein. Par exemple, toutes les baisses d'impôts, voire la disparition de l'ISF pour les plus riches, par exemple les exonérations de cotisations pour les entreprises, il y a des façons de retrouver des marges de manœuvre, une taxe sur les transactions financières. On trouve des milliards d'euros potentiels. Le problème, c'est qu'il y a un choix politique qui est fait par ce gouvernement, c'est d'épargner les très riches, d'épargner les grands groupes et les multinationales. Ce débat sur les super profits, par exemple, qui sont faramineux ces dernières années, et notamment pendant la crise record historique de versement de dividendes. Exactement, les dividendes n'en finissent plus d'augmenter. On se demande quand est-ce que ce record-là vont cesser. Et dans le même temps, les gens peinent à s'en sortir. Il y a une inflation terrifiante. Un Français sur 3 se prive de repas. On est dans une situation d'inégalité sociale et fiscale absolument terrifiante. Et je veux dire, ça n'est pas que nous, ça n'est pas qu'un discours politique, y compris des économistes montrent cet écart, et le fait que les mannes financières existent, simplement ça relève d'un choix politique, il faut aller taper au portefeuille. En parlant de choix politique, peut-être avez-vous vu que M. Béchu, qui est en charge des questions écologiques, a exempté les villes concernées par la mise en place du ZFE, donc la zone à faible émission de particules. Il ne reste plus que Paris et Lyon, parce que les chiffres dans les autres grandes agglomérations étaient plutôt bons, selon lui. Donc, les critères 3 vont pouvoir continuer de rouler. Donc, les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous ? Ces ZFE, c'est ni fait ni à faire. En réalité, ça a été proposé de manière extrêmement précipitée. Ce sont des mesures injustes socialement, parce que qui a les véhicules les plus polluants et sont obligés tous les jours d'avoir cette dépendance à la voiture, ce sont des gens qui ont des petits revenus, qui font des grands trajets. Donc, c'est impensé totalement sur le plan de l'écologie populaire, qui pour nous est une importance. C'est-à-dire qu'il faut faire la bifurcation écologique, il faut des mesures extrêmement ambitieuses. Pour l'instant, on n'est pas au niveau de la gravité de la situation, mais surtout préserver celles et ceux qui ont les plus petits revenus. Et là aussi, j'en reviens à la même chose, mais les jets privés, les transports les plus polluants et pour les plus riches, ou les grandes multinationales, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc d'abord, on critique la mesure ZFE dans son principe. Et puis ensuite, il y a l'absence de vision et de planification. On se lance à corps perdu dans les véhicules électriques, tout en perdant totalement notre capacité industrielle dans le secteur de l'automobile en France. Le plan social massif depuis une dizaine d'années dans le secteur de l'automobile, c'est absolument tragique. Donc on n'est plus en capacité de faire des véhicules ici. On a un impensé total sur la question, par exemple, des terres rares, des matières premières pour les batteries, qui là aussi ne sont pas neutres de manière écologique. Donc je pense que cette question de la planification, c'est la question clé. Il faut du transport en commun, l'hypocrisie totale de, en ce moment, la destruction du ferroviaire et du fret, Madame particulièrement. Guettet, donc il y a un impensé sur l'ensemble, si vous voulez, du chemin. Vous faites allusion à transition écologique et produits rares. Les sénateurs communistes demandent la validation, ils profitent de leur niche parlementaire pour que les sénateurs se penchent sur le CETA, cet accord qui était validé par l'Assemblée nationale, qui est signé en Europe. Qui n'a donc jamais été voté au Sénat. Pas complètement, non, effectivement. Et alors, je regardais les chiffres, le bilan, a priori, est plutôt positif, c'est-à-dire que les importations sont taxées, les exportations sont excédentaires côté français, notamment pour les agriculteurs. La France réussit à importer des matières qui l'aident sur la transition écologique. C'est un accord qu'il faut dénoncer, selon vous ? Bien sûr, on est complètement opposé à tous les accords de libre-échange. D'abord, c'est une logique économique, si vous voulez. C'est la compétition de tous les pays contre tous les pays. Ça crée du dumping social, ça crée du dumping environnemental. Nous avons voté au Parlement
Parlement européen, et je redis, ce sont les élections européennes, le 9 juin, avec la liste menée par Manon Bry, nous sommes le seul groupe qui, à 100%, a voté contre tous ces accords de libre-échange. Nous refusons... Même s'ils bénéficient aux agriculteurs français, par exemple? Mais il y a moyen de faire du protectionnisme aux frontières, de protéger les agriculteurs français, de prendre sur les marges des multinationales de l'agroalimentaire, d'instaurer des prix planchers. Nous avons proposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale rejetée par les macronistes qui articule ces 3 niveaux, dont le protectionnisme. Mais il est clair qu'il faut revenir sur tous ces accords de libre-échange, refuser les suivants, mettre des clauses miroirs, protéger absolument notre économie. Un dernier mot, vous faisiez allusion aux européennes, effectivement. Jordan Bardella, plus de 30% en tête avec le Rassemblement national, et votre liste est devancée par celle de M. Glucksmann, qui incarne une partie de la gauche. C'est-à-dire que la gauche ne peut pas se mettre d'accord. C'est votre vision des choses, oui. Vous direz qu'il est de droite? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faisait pas partie, par exemple, des organisations politiques qui avaient conclu la NUPES. C'est pour ça que j'ai dit qu'il incarne une partie de la gauche. Particulière, oui. Comment est-ce que vous allez faire pour progresser, aller chercher cette liste devant vous et... Pas de panique. On rentre juste en campagne. C'était la convention de lancement ce samedi. Il y avait 3000 personnes, donc on est très satisfait parce qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Donc on rentre en campagne. Ce ne sont que des sondages. On est encore à plusieurs mois de l'élection. Je pense que plein de nos concitoyens ne savent pas que le 9 juin, il y a une élection et qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales avant le 3 mai. Et nous, on a dit très clairement, c'est une question de rapport de force. On n'est pas obligé de se laisser imposer ce duo présenté comme une évidence absolue de la liste macroniste contre la liste lepéniste. Il faut absolument une alternative de gauche et pour ça, on dit aux gens, battez-vous, faites-vous respecter, allez dans les urnes le 9 juin parce que c'est le rapport de force pour la suite qui s'instaure dès maintenant. Merci beaucoup Clémence Guettet d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.